was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Hello François, comment vas-tu? Hello Jedi, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. On vient de passer un petit quart d'heure là à essayer de régler ton son parce que faire du podcasting en remote, c'est pas si simple que ça au final. Mais là, c'est parfait. Écoute, ça va très très bien. Là, je crois qu'on enregistre l'épisode 10. Yes. Je suis très content de faire cet épisode 10 parce que je sous-estimais le fait que je puisse tenir plusieurs épisodes. Et en fait, tu vois, on est au 10e épisode et je pense qu'on a encore des centaines de choses à dire. Et je voulais, moi, mon objectif avec ce podcast, c'est au moins d'en faire 100, donc 100 épisodes. Et à partir de l'épisode 100, se poser des vraies questions fondamentales sur OK, on en est où, comment on a réussi à grossir et c'est quoi les next steps pour le podcast. Et c'est un challenge personnel que je me lance parce que j'ai rarement tenu sur le long terme sur un projet. Et là, en fait, le fait de le faire avec toi, le fait que ça soit très fluide, le fait que les gens aiment ce qu'on fait, ça me motive et la facilité aussi qu'on a à faire 1 heure et demie de podcast, avoir des sujets plus ou moins intéressants, ça dépend des épisodes et des moments. Ça me fait vraiment plaisir et je suis trop content de faire cet épisode 10. Et donc, si je calcule un peu, j'ai pas calculé, la réalité, c'est que j'ai pas calculé, mais si on veut faire 100 épisodes, donc là, on en a fait 10. Il faut qu'on fasse ce qu'on a fait x9 pour atteindre 100 épisodes. Je pense que si on atteint 100 épisodes, on sera parmi le top 10 au niveau du nombre d'épisodes de podcast en France. Probablement. Ouais. Probablement. Il va falloir un paquet de... Donc là, il nous reste 90 épisodes. Ça fait qu'il nous faut plus ou moins... je me lance dans des calculs. Ça fait combien de mois Ça 20 m'en fait mois, 4 c'est ça? par mois. Ouais, ça fait un peu plus de 20 un peu mois. moins un peu moins de 20 mois. Non, un peu moins de 20 Euh, mois. Ok, ouais. Non. Un peu plus, Bon, un peu bref. plus que 20, un peu plus que Ouais. 20 mois. Donc la seule façon pour nous de se dire qu'en 2021 il faudrait faire 100 épisodes, ce serait d'en faire 2 par semaine. Ça fait un paquet d'épisodes. Je ne sais pas si on va les tenir, mais 1 par semaine, c'est sûr qu'on va le faire. Donc voilà, je sais pas ce que tu en pensais par rapport à ça. Ouais, bah, Est-ce tu que vois, tu es là, aligné sur l'objectif? Oui, mais ça me fait rire parce que du coup, j'ai passé une interview il y a quelques jours et on m'a posé exactement la même question, mais c'est quoi votre objectif avec le podcast, etc. Et j'essaie d'être le plus désengagé par rapport à... J'ai pas envie de fixer des OKR, des KPI. J'aime bien que ce soit justement, comme tu l'as dit, fluide. Alors, c'est fluide, sauf quand François voyage autour du monde et galère avec son micro, vous vous rendez pas compte. Là, moi, tu vois, là, typiquement, j'aurais bien voulu skip complètement cet épisode, ne plus parler pendant 2 semaines et puis on recommence, tu vois. Tellement ça m'a fait chier. Mais oui, donc là, ça devrait aller. Et un autre truc que je trouve super intéressant dans notre podcast, sans nous lancer des fleurs, c'est que les gens ne nous croient pas quand on dit qu'on n'a pas de script. Ouais, Genre, je ne grave. sais absolument pas, là, à l'heure actuelle, là, je ne sais pas de quoi Jedi va me parler, et il ne sait pas non plus de quoi je vais lui parler, et on ne sait Exactement. vraiment pas où on va. Alors, des fois, Exactement. ça donne un petit côté improvisation, mais c'est là aussi la touche un peu perso du podcast qu'on a envie de conserver pour les 20 prochains mois. Ouais, c'est ça. Et pour la première fois, j'ai pris des notes papier. Je crois que c'est peut-être la 2e fois dans ma vie que je prends des notes papier. Et c'est parce que je vois que François, à chaque fois, il me dit oui, moi, je note tout sur mon petit carnet. Ça me permet En fait, j'aimerais justement que tu me dises, ça te permet de faire quoi de noter ça sur du papier, des notes que tu as sur ta semaine, etc. Parce que Ouais. moi, je n'arrive pas du tout à être discipliné là-dessus. Je vois pas du tout l'avantage de faire ça. Enfin, vraiment, genre, ça me bute. Mais je l'ai quand même fait en fait parce que j'ai reçu un carnet de la part de OnDeck. Donc certains m'ont posé la question de ce que c'était. C'est le programme que je fais. J'en ai parlé dans un des épisodes. Ils m'ont envoyé un petit carnet. Je me suis dit bon, bah, je vais l'exploiter. Et donc là, pour aujourd'hui, j'ai noté mes notes là-dessus. Donc je vais voir si c'est plus efficace que quand je note des choses sur Notion. Ouais, donc dis-moi un peu pourquoi toi tu notes ça sur Moi papier. la raison pour laquelle je faisais comme toi au début, j'avais un Google Sheet ou un Google Sheet en ce qui me concerne, où je notais en gros les KPI, des trucs dont je voulais parler, les chiffres d'affaires, etc. Et finalement, en fait, ça paraît trop hachuré quand je reprends les notes que j'ai prises dans un Google Sheet.
Tandis que si je dis, bon voilà, aujourd'hui je veux parler de ça, 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 voilà les liens, voilà les chiffres, les plus fondamentaux dont on que je peux partager, bah, ça me suffit en fait et en fait ça m'aide à m'approprier un peu le sujet un minimum avant d'en parler. Ouais. Mais c'est juste vraiment ça, c'est purement, OK, comment est-ce que je fais pour posséder le sujet? Et ensuite, voilà, c'est pas vraiment, quelque chose que je regarde pendant qu'on parle, quoi. Ouais, bah donc je vais essayer aujourd'hui de faire, de faire le bon élève et de pas regarder en boucle mon petit carnet. Cool, cool, cool. Est-ce que tu veux que je démarre? Est-ce que tu as un autre truc à dire là pour l'intro? Tu veux que je démarre? Non, vas-y, je te laisse. Ouais, alors, avec quoi j'ai envie de démarrer? C'est un compte Instagram que je suis depuis maintenant bientôt 2 ans, je pense. Je l'ai suivi tout au début qui s'était lancé. C'est un compte Instagram qui s'appelle, Thing Testing. Je sais pas si tu veux regarder en live et si tu as le matos ou bien si ça va faire un bordel avec ton micro. Mais en gros, c'est, THING, TESTING. Donc, essayer des choses, en gros, genre des objets. Et en gros, c'est une VC qui est fan de nouvelles brands et de direct Ouais. to consumer, qui a un compte Instagram où elle répertorie toutes les nouvelles brands direct to consumer qu'elle repère. Et elle raconte leur historique, où est-ce qu'ils en sont et les bénéfices et les inconvénients du produit. Toi, je t'en avais jamais parlé, je pense. Je pense que tu as kiffé. Je pense que tu as kiffé parce qu'il y a une myriade de produits. Hem et hem et pour le coup, il y avait un produit que j'ai repéré hier. Je te l'ai envoyé pour le coup celui-là, je t'ai envoyé ce produit-là, c'était OK. Drip Kit. C'est le kit pour faire du café. Donc en gros, ceux qui savent sur ce podcast, ceux qui savent pas maintenant vont le savoir. Moi, je suis un grand fan de café. Là, je suis en train de consommer du café. J'aime consommer le café sous différentes formes. Pour les connaisseurs, V60, Chemex, en drip, en aéropress, peu importe. Enfin, plein de types différents. Et, elle a listé à un moment donné un produit que je mettrai dans la description. Hem, c'est un espèce de bout de carton. Déjà, c'est du café de qualité. Donc c'est pas l'instant coffee de merde que vous buvez Nespresso de votre supermarché. Donc c'est du Mmh. café de qualité qui a été sourcé, qui a été testé, mis dans un petit sachet, déjà broyé, mis dans un petit sachet et en fait, quand tu ouvres le sachet, il est entouré par du carton. En fait, c'est un filtre qui est entouré par du carton et quand tu l'ouvres, ça fait un espèce de triangle. Le carton fait une espèce de triangle et en fait, tu le poses au-dessus de ta tasse et en fait, ça fait, un café filtre et donc tu passes au-dessus du café, de l'eau chaude et ça fait l'équivalent de ce que pourrait faire un café filtre. Hem En fait, faire du café filtre chez soi, c'est un peu long, surtout si on veut le faire à la méthode V60, donc où, il faut prendre du temps, donc il faut préparer son petit truc, faut mettre son filtre, son C'est une café, faut cérémonie, quoi. ouais, Ouais. c'est une cérémonie, quoi, c'est un peu comme le thé et ça prend du temps et par contre, les puristes de café aiment ce type de café-là, heu, détestent la qualité qui se trouve en supermarché et en Mmh. fait, Drip Kit Coffee, c'est des petits sachets de café que tu peux prendre avec toi en voyage ou même chez toi, tu peux le consommer chez toi. Ça te fait gagner, quelques minutes et donc quand tu es dans le rush, en train de voyager, tu as pas besoin de sortir tout le matériel, tu mets ça, tu l'ouvres, tu le mets sur ta tasse, tu mets un peu d'eau chaude dessus et c'est bon et c'est la bonne méthode intermédiaire entre, le café soluble dégueulasse et le matériel et le bon café qu'un amateur de café pourra avoir chez lui. Un bon amateur de café pourra avoir chez lui. J'avais repéré, une boîte pas une boîte, en produit similaire, sur AliExpress il y a 2 ans. Donc je m'amuse des fois à regarder c'est quoi les dernières tendances et j'avais vu un produit tendance. C'était l'équivalent de ce petit triangle en carton, vous irez voir, vous verrez de quoi je parle, et toi tu l'as vu donc tu vois de quoi je parle. C'est l'équivalent du triangle en carton mais en inox et donc c'est dépliable, et donc tu dois quand même avoir tes petits filtres avec toi et ton petit café avec toi et donc tu es en OK. voyage, tu sors ta tasse, tu déplies ton truc en inox, tu le mets dessus et tu fais ton café filtre. J'avais vu ça et si on regarde un peu la description du post que, Testing a fait sur Instagram, elle explique qu'en fait cette méthode-là d'avoir un petit truc avec soi, de le poser sur la tasse, en fait ça se fait beaucoup en Asie, je savais pas du tout. J'en savais rien du tout. Ça se fait beaucoup en Asie et là donc c'est une marque aux US qui a importé ce concept-là et donc ils vendent à des voyageurs, des hipsters, des gens qui kiffent le café, qui cherchent une solution intermédiaire. Je trouve ça trop cool, c'est super cher.
Oui, c'est quoi le prix? C'est c'est 3 $ par petit sachet. Donc c'est une douille en fait. Enfin, c'est une douille. Je sais pas si donc le café est une des boissons les plus consommées au monde. Elle était première, je pense qu'elle est passée deuxième juste après le thé. Il y a des chiffres chaque année, ça monte, ça descend. Mais en gros, le thé et le café, c'est les 2 premiers trucs, Mmh. consommés le plus au monde. Et le café, ça coûte rien. C'est aussi une des boissons où il y a le plus de marge. Ça coûte, pas grand-chose, du café. Hem et du coup, là, ça coûte 3 $. Donc ça fait 3 $ le café. Ça dépend, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est assez cher. Après, enfin, je veux dire, c'est des marges intéressantes, mais c'est des petites enfin, c'est-à-dire que le pourcentage de marge est grand, mais en valeur, totale, la marge est faible. C'est Mmh. peut-être 2 € de marge, donc il faut que tu fasses du volume, donc en même temps, tu vends du café, quoi, tu t'y attends quand tu vends du café. O OK, Hem et c'est quoi le business model? C'est tu achètes 10 capsules, tu en achètes 100 Abonnement ou bien alors c'est mensuel. un Je abonnement pense qu'ils ont mensuel? je pense que c'est abonnement mensuel. De toute façon, je pense que c'est la chose la plus maligne à faire. La réalité, je pense qu'ils ont pas l'abonnement mensuel est un peu caché. Ils te le vendent par 5 ou par 10 packs et après ils te proposent un abonnement mensuel. Donc voilà. Et en fait, je trouvais juste, le branding est très, très, très bien fait. En même temps que ce compte Instagram l'est répertorié, c'est que le branding a vraiment été bien fait Mmh. et vous vous amuserez à aller regarder tous les produits qu'ils ont en direct to consumer. Il y a des trucs de ouf, et vous pouvez du coup aussi un peu tâter c'est quoi les tendances direct to consumer actuelles. Par exemple, il y a une grosse, tendance, je suis en train d'accompagner une personne en train de lancer cette boîte. C'est une grosse tendance, de lier, la consommation de produits ménagers et de produits de personal care, à l'écologie. Et par exemple, il y a une grosse tendance de produits de personal care, écolo, type, du shampoing, rechargeable. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu achètes du shampoing, tu achètes ton truc Head& Shoulders, ton pot il est en plastique, tu as terminé ton shampoing, tu le jettes. Et il y a des boîtes qui créent des pots qui sont, non jetables, donc c'est en inox ou en n'importe quoi, ou en pierre il y a des jolis trucs, même design, parce qu'en plus ils essaient de lier ça au design. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu payes un abonnement mensuel à cette boîte pour recevoir tous les mois des capsules, que tu vas mettre dedans, tu vas les mélanger avec de l'eau, tu vas secouer, ça va te faire du shampoing. Et donc, en fait, c'est un abonnement mensuel où tous les mois, tu reçois des petites capsules qui te permettent de recharger ton petit pot. Et donc, ça te permet d'éviter de jeter du plastique tous les mois. C'est pas mal ça. C'est une grosse mode. J'ai vu la première boîte faire ça il y a 2 ans, 2, 3 ans, avec du dentifrice. Le dentifrice, on l'utilise tous, en tout cas j'espère. Et le pot, c'est du plastique, c'est horrible, c'est pas biodégradable, voilà. Et donc il y a plein de boîtes qui font des abonnements mensuels de pastilles, que tu mets dans ta bouche, tu bois de l'eau, tu gargarises un peu ta bouche et en fait, c'est du dentifrice qui se dissout dans la bouche et qui nettoie la bouche. Tu plein de trucs comme ça, tu as du produit lessive qui fait ça, du produit vaisselle, de ce type-là. Et donc, voilà, ils répertorient plein de produits comme ça et c'est un kiff. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce petit produit. Vas-y, dis-moi. J'ai une question, parce que tout à l'heure, du coup, je parlais aussi avec un gars, qui est sur la communauté, qui hésite à lancer son DTC, il est fan de piment, heu et heu et tu vois, il me dit: «Ouais, mais tu vois, il y a déjà telle boîte qui est positionnée sous Google Ads, et cetera», et tu vois? Et je suis allé vite fait voir la boîte, ça avait l'air plus d'être une espèce de gros e-commerce, qui vend de tout et n'importe quoi, dans le domaine des épices. Et je lui ai dit: «Oui, mais c'est tu vois, un DTC, c'est quand même fondamentalement différent d'un e-commerce», et j'étais pas vraiment sûr et certain de ce que je lui disais, en termes, vraiment de définition, pure. Et comment tu définis c'est quoi la différence entre un DTC et un e-commerce? Est-ce que juste, en fait, l'e-commerce est une fonction du DTC, Ça, je pense ou ouais. est-ce que c'est vraiment 2 catégories séparées qui se font Non, concurrence? non, 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 c'est pas du tout concurrence. C'est le e-commerce, c'est un médium et le DTC, c'est un modèle. Et en fait, le DTC, c'est juste de dire, je cut, la distribution dans les supermarchés, dans les boutiques physiques. En fait, j'essaie de faire du direct to consumer, donc ça veut dire de, heu, vendre directement au consommateur, par internet. Donc normalement, je suis censé lui vendre moins cher que s'il achetait en boutique.
Voilà, ça, Est-ce que c'est c'est à con alors voir. si je dis que tous les e-commerce sont des DTC, tous les DTC sont des e-commerce et Ne sont tous pas les des TC. e-commerce? T'es Ne sûr de sont pas des ça? TC. Ouais, bah oui, oui, mais il y a t'as plein d'e-commerce qui vendent en supermarché. Donc, ils sont pas Ah des ok, donc DTC. tu cut, ok d'accord, donc tu refuses. Mais par contre, tu vois, on avait écouté l'autre jour une interview d'un mec qui disait qu'il envisageait quand même de passer un moment ou l'autre par des supermarchés. Du coup, ce sera plus Ouais, un des DTC. distributeurs Enfin, en tu vois, c'est un petit supermarché. peu. Ouais, voilà. Je pense que c'est un peu un NTC. Ok, C'est pas d'accord. grave. C'est pas grave. Je pense juste Ok. le DTC, c'est un modèle. En fait, c'est un comportement de consommateur qui a évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'avant, tu étais habitué à acheter ton produit en supermarché. Et en fait, parce que déjà, il y avait un haut trafic dans les supermarchés. Et en plus de ça, tu portais au Le choix de produits poids. était beaucoup plus grand. Ouais. Ouais, et tu portais surtout un poids au fait que le supermarché ait sélectionné ce produit-là. Hmm. Aujourd'hui, on est tous habitués, en tout cas en Europe, aux US, à commander en ligne. On est habitué aussi à faire nos recherches, faire des comparaisons. Et aussi, on est habitué à l'instantanéité de l'achat avec Amazon. Et donc, aujourd'hui, c'est totalement normal d'acheter du dentifrice en ligne sur le site d'une marque. Alors qu'avant, jamais tu aurais fait ça, quoi. Donc voilà. Et puis, alors, il y a de plus en plus de marques qui ont profité de ça pour créer un branding, créer des communautés autour de leur branding et de leurs utilisateurs, autour de certaines valeurs. Et en fait, Internet te permet de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une émergence du direct-to-consumer. Euh, mais donc voilà, Si tu devais simplement faire ça. un DTC, tu ferais quoi? Le café alors? Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, c'est intéressant dans le sens, genre, c'est strictement rien. J'aime le café, mais tu vois, c'est de la petite marge, c'est du volume. Là, pour le coup, le drip kit, putain, c'est niché, quoi. C'est-à-dire que oui, tu as autant de millions de personnes qui consomment du café, mais tu as aussi une majorité des gens qui en ont rien à foutre de la qualité de leur café. En fait, ils boivent ça comme de l'eau. Et en fait, ils s'en foutent de la qualité de leur café. Plus ils payent du café pas cher, mieux c'est pour eux. Des puristes qui sont OK pour payer un café cher avec une méthode de filtrage Mhm. spécifique et qui se soucient de la qualité de leur café. Je pense que tu es dans une niche de la niche de la niche, quoi. Ok. Donc, doit pas y avoir. Après, par contre, si tu domines ces niches de niche de niche, ça peut quand même être intéressant. Mais tu vois, je sais pas, c'est dur, quoi. Il y Je a des pense. data publiques sur DripKit, sur le DripKit ou pas? Non, 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 il n'y a Non, pas il n'y a de rien. On ne data sait pas publique. combien ils font. Enfin, c'est quoi la team? Ils sont J'ai pas, combien? j'ai pas. Si la team, s'il doit y avoir, mais j'ai pas trouvé Ok, les chiffres. d'accord. Il doit y avoir. Ok. D'ailleurs, elle dans les descriptions, elle donne pas mal d'infos qu'elle est là, quoi. Mhm. Donc voilà. Donc tu vois, Mais je ça me suis typiquement, abonné à je la le ferai page. Je pas. connaissais pas. Ouais. Ça, typiquement, je ferai pas le drip kit. L'histoire des produits personal care rechargeables. euh, il y a eu une vraie explosion de ce modèle-là. Les premières boîtes que j'ai vues faire ça, c'était aux US et au UK, il y a 2-3 ans. À l'époque, je me souviens, je regardais pas mal ce type de boîte parce que j'avais un ami en France, un entrepreneur assez connu, qui voulait lancer un produit là-dessus. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était branding first. Il maîtrisait la distrib. Il avait les fournisseurs. Je me souviens, ils avaient été au UK aller voir un fournisseur potentiel. Euh, et donc, il m'avait un peu, tu sais, il m'avait parlé de toutes ces boîtes-là. J'avais lu des articles à l'époque, quand les premiers articles sortaient autour de ce modèle-là. Donc, du personal care rechargeable, éco-friendly, etc. Aujourd'hui, tu as une chier de produits, quoi. Tu en as des Mhm. centaines. Tu tapes peut-être des listes sur Google où il y a des centaines et des centaines de personal care rechargeables. Mais même autres personal care, type produits lessive, tu vois, même du home care. Il y a personal care et home care. Les deux se font. Donc voilà. Et je trouve par contre le modèle super intéressant, c'est de l'abonnement. C'est des objets que tu utilises souvent. Ça fait aussi déco. Il y a pas mal de boîtes qui essaient de s'arranger en mode déco. Donc ça veut dire que, ok, si tu as du dentifrice, on va te le mettre dans un pot stylé où tu es fier de l'afficher chez toi. Je trouve ça plutôt pas mal. Je ne ferai pas ce genre de boîte, mais ce serait plutôt pas mal. Moi, Mais ce qui est si je fais un intéressant, ouais, direct to consumer, c'est Magic Spoon. vas-y. Ouais, Vas-y. mais justement, j'avais parlé de Magic Spoon. Eux, ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si tu as vu, dans leur process de checkout, ils t'upsell un petit pot dans lequel mettre tes Kellogg's, etc. Donc, à mon avis, ils doivent un petit peu arrondir leur marge avec ce genre d'upsell qui paraît minime, mais finalement, tu rajoutes 10 balles par-ci, 10 balles par-là.
Ouais. pour tous les consommateurs. C'est vraiment, ça fait une grosse différence sur ce type de modèle. Surtout Ouais. au début quand tu te lances, quoi. Ouais, 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 ouais. Et par exemple, il y a une grosse boîte qui s'appelle Byte, qui du coup fait les petits bonbons dentifrice. Et au check-out, ils t'upsell avec une brosse à dents en bambou, par exemple, tu vois. Mhm. Classique, quoi. Classique, classique. Classique. Donc voilà. Ok. Juste, je voulais te découvrir cette page Instagram pour tous les fans de produits branding et direct consumer. Ils vont se faire kiffer. Donc voilà. Est-ce que tu as un truc là Ouais. auquel tu Ouais. peux me parler? Vas-y. Allez, je me lance. Donc, je vais quand même donner un petit peu de contexte. C'est un sujet que j'avais déjà essayé d'aborder dans un épisode précédent et je m'étais viandé, mais d'une façon magistrale. Non pas parce que c'était con ce que je disais, plus parce que enfin, je me suis mal exprimé. Jedi avait pas compris ce que je voulais dire à mon avis. Et puis, j'étais parti sur des notions qui étaient un petit peu trop philo et c'était pas forcément l'objectif de la discussion. Et du coup, j'avais décidé, et ça c'est l'info, que peu de gens ont finalement, de couper ça au montage. Ouais, Et c'est libre choix. Je lui ai laissé la possibilité de le faire. euh, T'avais un joker. Hein. T'en auras oui, pas mais deux. Donc, t'en as un aussi, hein. Je sens qu'il ok. va pas tarder. Alors Et qu'il est. surtout si on continue sur les idées enfin not safe for work, à mon avis, un jour ou l'autre, il faudra sortir ce joker-là. Mais tu as l'air de bien le maîtriser, toi. Moi, je suis pas bon là-dedans. Et donc, en fait, c'est la green tech. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de la green tech? Euh, j'ai eu plusieurs retours et c'est quelque chose qui est assez en croissance sur le marché. En tout cas, j'ai eu plusieurs retours d'écoles, genre HEC, etc., dans les terminales enfin les terminales, la dernière année, des gens qui font un master HEC en entrepreneuriat. Mais il y en a de plus en plus dans les dernières QV à être sorties qui s'intéressent à faire de l'écologie ou en tout cas à faire un business autour de l'écologie, un business pour sauver la planète, pour aider la Mhm. planète, vraiment dans l'optique de faire baisser les émissions de CO2 la plupart du temps. Et donc, je me suis dit, tiens, quels sont les business? Est-ce qu'il y a des business là-dedans? Un, est-ce qu'ils font de l'argent? Deux, et si oui, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est des modèles qui sont réplicables, etc. Et donc, j'ai envie de parler, ça va être un peu long, enfin pas long, mais je vais parler de Dense. plusieurs choses. Exact. D'abord, je vais parler des business, enfin d'un business que je connais en B2B, qui en fait a été lancé par Stripe. Et je pense qu'une des boîtes les plus grandes au monde à l'utiliser, c'est Flexport. Flexport, c'est un freight forwarder, je ne sais pas comment on dit en français, un commissionnaire de transport par l'air. La plupart du temps, une plateforme qui a levé, qui est une billion aux États-Unis. Bref, en gros, il charge les avions en Chine, au Canada, un peu partout dans le monde, pour des clients, pour le compte de ce qu'on appelle des chargeurs. Il dirige les avions au bon endroit, au bon moment, en fonction de la demande et du besoin, etc. Et donc, c'est une solution qui est hyper utilisée par beaucoup d'industriels ou aussi par des e-commerce, etc., qui ont tout leur sourcing et tous leurs produits et toutes leurs usines en Chine. Et donc, ce que Flexport a décidé d'offrir à ses clients en partenariat avec Stripe, c'est une espèce d'offset de l'émission de carbone CO2 qui est dégagée par le transport aérien qui est utilisé sur la plateforme Flexport. Donc à chaque fois que vous prenez un billet d'avion ou à chaque fois que que vous faites un cargo d'avion et que vous l'envoyez de la Chine aux États-Unis, vous émettez énormément de CO2. Via l'API de Stripe, il y a moyen de rajouter une ligne dans la facturation qui, en gros, est comme une taxe carbone, et qui est payée par l'entreprise. Et en fait, à la fin, qu'est-ce que ça délivre? Ça délivre un certificat vert qui dit, voilà, nous, les gars, OK, on fait du transport, OK, on a nos sourcing un peu partout dans le monde, mais tout ça, on le paye. On ne fait pas ça juste pour faire baisser les prix, juste pour faire baisser les marges, c'est-à-dire faire du sourcing ailleurs, mais on compense quelque part cette distance par rapport à nos clients. Et je trouvais ça super malin. Donc ça, c'est le premier. C'est dans le B2B. C'est Stripe qui a lancé ça il y a un an, je pense. Je mettrai les liens en description. Et ça fonctionne pas mal, et surtout dans le domaine du transport, de la logistique. C'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui, d'offset son CO2. Ça fait bon chic, bon genre, et en plus, c'est utile. Et derrière, tu as des vrais certificats verts qui sont émis.
Et le reste, les 2 autres trucs dont je voulais te parler, les 2 autres boîtes dont je voulais te parler, elles font un petit peu du B2B, mais c'est aussi du B2C. C'est, je sais pas comment on le prononce, c'est WREN, donc je vais dire, Ren, .co et pachama.com. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, dans le cas de Vren, ils t'aident en fait chaque année ou tous les mois, quand tu as besoin de refaire un calcul, en fait, de calculer ce que toi, en tant que citoyen, tu émets comme CO2. Donc typiquement, imaginons le cas de Jedi qui prend l'avion 2 fois par an, qui a une voiture, qui prend le train, etc. Mais ils prennent tout ça en compte dans leur algorithme, qui ressemble en fait à un typeform quand tu es dans l'interaction. Et à la fin, ils disent, bon, bah, OK, voilà, tu émets autant de CO2 par an, ce qui veut dire que tous les mois, pour offset ce CO2-là, eh ben, tu vas nous payer un abonnement de 20 euros, 25 euros. Tu peux donner plus, tu peux donner un peu moins, bien sûr, mais eux, ils te disent, voilà, ça, c'est le cap qu'on a décidé pour toi. Et c'est un modèle qui est assez fort, qui est hyper en vogue. Il y a Paul Graham qui a investi dans cette boîte-là. Ils ont fait YC. Donc, c'est vraiment un modèle, je pense, qui va se répandre de plus en plus. Et en fait, le seul enjeu de ce modèle-là, quelque part, c'est trouver les clients qui sont prêts à payer pour offset leur CO2. Ça, il y en a de plus en plus, je pense. Deux, et c'est encore une fois, c'est mon dada, c'est la supply. C'est comment ils font pour trouver les meilleurs projets dans lesquels investir. Donc, en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils prennent l'argent de 10 000 personnes qui sont prêtes à payer pour offset leur CO2. Ils en font un énorme pot. Et puis, ce pot-là, ils le répartissent un petit peu à gauche, à droite, en fonction des projets qu'ils ont trouvés. Et derrière, en fait, c'est des projets qui sont analysés en fond et en large pour être, enfin, je pense que ça se dit en fond et en large, enfin bon, t'as compris, pour voir si c'est des vrais projets, si l'argent est vraiment bien investi, et quels sont les retours sur investissement, etc. Est-ce que c'est du long terme? Et donc, eux, ils font tout ce travail-là pour toi, en fait, en tant qu'individu. Donc, ça arrive régulièrement, je pense. Moi, j'en ai déjà rencontré des gens qui décident de faire un acte supplémentaire que juste payer leurs impôts ou juste faire des donations. Et ben, ils décident de faire une donation pour aider à la conservation de la nature, pour aider à l'offset justement de leurs émissions de CO2. Et en fait, c'est très difficile de trouver un projet sur lequel investir. Et donc, c'est sur ce segment-là qui se situe Vren et Pachama. Pachama, lui, dit qu'il fait de l'intelligence artificielle pour être sûr, en fait, qu'une fois que tu as investi l'argent, bah, les émissions de CO2 descendent. Donc, en gros, ils aident, par exemple, à planter une forêt. Et à la fin, en fait, grâce à des caméras thermiques, etc., et de l'intelligence artificielle, eh ben, ils arrivent à dire, OK, voilà, ben, la forêt, elle a vraiment poussé, elle a vraiment retenu autant de CO2, elle a dégagé autant de O2, etc. Enfin bon, c'est assez intéressant. Et c'est un modèle qui, je pense, va être très, très fort dans les années à venir. Et on se demande du coup, mais est-ce que ces gens-là font de l'argent? Ou est-ce que c'est juste du non-profit? Et c'était là-dessus que je m'étais échappé la dernière fois. Donc, je vais être straightforward. Oui, ils font de l'argent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Je pense que c'est bien. Mais je n'ai pas vraiment envie de creuser ce sujet-là pour le moment. Et par exemple, Vren a une commission de 17%. Donc, si tu donnes 100 euros tous les mois à Vren, il garde 17 euros dans sa poche. Il paye une partie des fournisseurs avec. Enfin, non. Donc, si tu donnes 100 euros, bah, il y a 83 euros qui vont directement dans la poche de la supply, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment un business, enfin, pas un business, mais une plantation, une forêt, etc., un projet écolo. Et eux gardent 17 euros dans leur poche. Et avec ces 17 euros-là, ils payent Stripe, j'imagine, parce qu'il y a un moyen de paiement qui coûte de l'argent. Et le reste, c'est dans leur poche pour faire mieux tourner leur business. Et je trouve ça assez fort. Alors, et c'est tellement fort et tellement, entre guillemets, facile à répliquer, Stéphane, de ça, que j'ai remarqué qu'il y avait un maker sur Twitter qui a lancé un Vren like, et ça s'appelle Okokru. Et en fait, il me dit, bah, moi, en fait, j'ai tout fait sur Card. Donc, en gros, il a fait son petit site web sur Card. Il a trouvé les gens dans sa famille, etc. Et il prend juste beaucoup moins de commissions que Vren. Et il redistribue à des projets que lui connaît sur le terrain, quoi. Et je trouvais ça assez fort. Donc ça, c'est la partie vraiment B2C, B2B, accès software. Mais au-delà de ça, un autre moyen de gagner de l'argent quand tu veux faire dans l'écologie ou quand tu veux combattre pour le climat, etc., toute cette mouvance-là, j'ai trouvé un autre truc qui s'appelle fieldkit.org. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. C'est fait par un type qui s'appelle Shelb en San Francisco. Il a un espèce il appelle ça le Conservation Lab. Donc, il a un laboratoire dans lequel ils construisent plein de trucs qui sont ensuite envoyés sur le terrain. Et là, j'ai vu que récemment, ils avaient lancé leur première
leur première. En gros, ils ont ouvert leur produit à l'achat ils ont proposé leur produit à la vente pour la première fois. Et il faut savoir que donc ils vendent des senseurs qui sont mis sur le terrain, qui permettent de mesurer la qualité de l'air, qui permettent de mesurer la qualité de l'eau, Ok. qui permettent de mesurer plein de choses. Pareil aussi, ils font des colliers pour mettre sur les animaux en voie de disparition, etc. Faut qu'on en parle de ça. Euh, ouais, on en C'était parlera. prévu. C'était prévu. C'était Vas-y. prévu? Ouais, vas-y. Et du coup, FeedKit, ça se vend entre 100 dollars et 600 dollars quand même le kit, en fonction du Mais kit c'est que tu quoi? choisis. C'est un consommateur qui achète le kit et qui le Non, place. je pense que c'est des conservateurs. C'est des Ok. gens qui sont sur le terrain, qui ont des Ok. missions de conservation sur certaines typologies. Il y a un peu de vent là, dis-moi si ça s'entend dans le micro. Non, non, non. Euh, voilà. Et donc, c'est des senseurs. Et pour terminer, ça, c'était c'est la petite cerise sur le gâteau. Je sais pas si tu te rappelles, à une époque, un truc qui s'appelle Pigeon Air Patrol. Ça te dit quelque chose? Ça me dit un truc. Le nom me dit un truc, mais je vois pas. Non, non, Ben, en non. fait, c'est une campagne marketing génialissime qui a été lancée par une startup française qui s'appelle Plume Lab, qui en fait est une startup qui mesure la qualité de l'air pour les individus. Donc en gros, ils ont fait croire qu'ils avaient créé un petit sac à dos pour pigeons avec un senseur pour la qualité de Je l'air l'ai sur le dos du pigeon je l'ai pas vu passer celle-là, ça me dit rien. et Vas-y, vas-y. qui, en gros, se balade le pigeon vole dans la ville et grâce au pigeon, en fait, tu as des datas hyper locales et hyper pertinentes sur la qualité de l'air autour de toi. C'était de l'intox, bien sûr, c'était juste pour faire du buzz sur leur produit à eux, qui en fait est un petit IoT qui mesure la qualité de l'air réellement, mais tu le mets autour de toi, etc. Quand tu achètes l'IoT, tu as droit à l'app. Et ce qui est super fort aussi, et c'est intéressant même pour d'autres sujets, c'est qu'ils rassemblent plein de données grâce notamment à leurs utilisateurs. Et derrière, ils fournissent une API payante pour les business. Je sais pas moi, par exemple, OK, tu es Météo France, tu veux savoir quelle est la pollution de l'air à Paris en temps réel, et ben, tu peux l'avoir Je te accès, vends tu ma vois. data. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'est de la data qui est récoltée par les utilisateurs, ça qui est génial, en partie en Ouais, tout cas. de ouf. Ok. T'as terminé sur ça? Ouais, 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 et je trouve, alors, parmi tout ce dont tu as parlé, je pense que le dernier modèle dont tu m'as parlé, ça veut dire collecter de la data chez les particuliers et en fait en créer une API et essayer de la revendre en B2B. Je trouve que c'est peut-être le modèle le plus intéressant, je trouve. Toutes ces boîtes-là, comme tu l'as dit, ce serait cool de voir un peu c'est quoi leur business model, comment elles font de l'argent. Alors, la dernière, tu en as parlé, tu en parles aussi celui de l'IoT, mais je serais curieux de savoir tout ça. Ce que fait Stripe, ça a l'air intéressant. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as vu dans le dernier report de Stripe? Ça, c'est visible, je suppose. Dans le dernier report public de Stripe. Ah non, c'est pas encore une boîte publique, donc ils font pas de report, je crois. Non, c'est pas une boîte publique. Quand ils seront publics, ils feront des reports annuels normalement. Ils sont légalement obligés de le faire. Où tu peux voir la décomposition de leur CA, de leurs dépenses, etc. On verra à ce moment-là, je pense, que ce service, cet API génère chez Stripe. Je serai assez curieux de savoir ça. Il y a de plus en plus de fonds VC qui se lèvent autour principalement le climate change. Des gros fonds dans les pays Mais c'est un signal qui est nordiques. assez fort. Hein. Ce signal est assez fort, c'est sûr. Le fonds dont tu parles, c'est Pell Blue Dot ou PellDot.vc. C'est un C'est un fonds autre dont je te nordique. parle. Ah C'est ouais? encore un Ok, autre. d'accord. Ouais. C'est un fonds. J'avais reçu l'opportunité d'investir dans le fonds. Et le mec, le general manager de ce fonds, c'est un mec brillant, très connu dans le climate change, qui est en train de lever plusieurs centaines de millions pour investir que dans des boîtes autour du climate change. Il faudrait que je retrouve le nom. Je connais plus le nom du truc. Écoute, c'est sûr, à l'avenir, il va y avoir une billion-dollar company qui aura comme purpose, comme objectif de résoudre les grands problèmes de ce monde. Je sais pas qui va y arriver, ça va être quoi le modèle. En tout cas, c'est sûr que c'est plus simple maintenant qu'il y a 10 ans, quoi. Ça, c'est évident, je pense. C'est-à-dire que de lancer une boîte autour de ce sujet-là et d'essayer d'être rentable. Le problème fondamental, c'est souvent les gens qui lancent ces boîtes-là, c'est quoi leur mindset en fait?
tu vois, souvent, quand tu as un entrepreneur qui vient te trouver et qui veut faire du bien à la planète comme, comme objectif principal, très souvent, il parle pas argent, quoi. Alors, il a oublié qu'une entreprise, ça fait de l'argent. Et donc, je pense que le bon mélange, donc la bonne billion, c'est quand tu auras un mec qui sera money driven, growth driven, et qui en même temps aura comme objectif fondamental de sauver la planète. Et en fait, quand tu auras cet alien hybride qui est très bon dans les trois, tu auras une billion. Mais c'est dur quoi, d'avoir cet alien hybride qui comprend l'importance de l'argent et que sans argent, bah, tu peux pas, sans un modèle intéressant et soutenable avec une vraie croissance, Ouais. tu peux pas sauver la planète, quoi. Parce que ouais, la plupart des mecs qu'on voit ou des meufs, je dis toujours mecs, d'ailleurs, on m'a pas encore fait la remarque, mais la plupart des personnes que tu vois qui veulent faire quelque chose pour le climate change, ils pensent pas à l'argent, quoi. Et je pense que Mais c'est mauvais, très mauvais réflexe, quoi. alors, là-dessus, les gens de Plume Labs, ils parlent à l'argent parce qu'ils ont levé des fonds. Enfin, ils pensent à l'argent. Ouais, mais Vren attends, c'est pas parce aussi, qu'ils ont levé de Pachama aussi. l'argent c'est pas parce qu'ils ont levé de l'argent qu'ils Non, peuvent. mais après, auprès d'investisseurs privés qui cherchent un retour sur investissement. Donc, Ok. j'imagine que les types, ils sont pas là juste pour être sympa, quoi. Après, j'ai oublié de t'en parler, mais il y a un autre truc que je trouve génial, c'est rfcx.org. Ça, tu l'as vu, c'est sûr et certain. C'est un petit hacker, enfin un hacker, petit hacker une fois de plus, un hacker qui s'appelle Topher White et qui a créé un espèce de réseau grâce à des vieux téléphones qu'il met sur des arbres en Amazonie, dans la forêt amazonienne. Et dès qu'il y a une tronçonneuse qui est allumée, il y a au moins un des téléphones qui le détecte. Et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, et je ne sais pas si c'est vrai, j'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est un plus ou moins vrai. L'intelligence artificielle dit attention, il y a une tronçonneuse qui vient de s'allumer à tel endroit dans la forêt amazonienne, c'est illégal, allons-y, lancez les forces. Et il a été feature sur plein de trucs, notamment sur, par Google. Et ce qui est génial, enfin, moi, c'est mon petit délire. À chaque fois que je vais sur son site web, je peux écouter la forêt amazonienne en temps réel. Genre, t'entends les Sérieux? bruits. Ouais. C'est bon Je sais pas ça. si c'est en temps réel, mais en tout cas, c'est des extraits de la forêt Ouais, amazonienne, de trucs qu'il des écoute. Tu extraits. vois, je trouve ça génial. Ok. Et donc, il y a de plus en plus, en effet, il y a de plus en plus en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont très, 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 très attachés à ça, à cette valeur-là. Tu as de plus en plus de gens qui, à mon avis, vont se dire, OK, c'est une nouvelle catégorie de business, quoi. Il y a moyen d'en faire quelque chose de bien et qui, en plus, génère de C'est l'argent. ça. En fait, c'est ça. C'est une nouvelle catégorie de business. Et ça, c'est intéressant parce que fondamentalement, ces valeurs-là et ces visions-là, elles étaient décorrélées en fait du commerce, je trouve. Enfin, je pense. Tu vois, elles étaient considérées comme OK, ONG, l'argent c'est mal, l'argent va pas être une de nos priorités. Et alors que maintenant, bah, au contraire, tu as justement c'est considéré comme un business et tu peux faire de l'argent avec ça parce qu'aussi en face de toi, tu as des gens qui sont prêts à payer. Et ça, je pense que c'est un shift de paradigme ces dernières Mhm. années. C'est qu'il y a encore quelques années, tu avais très, très, très peu de consommateurs et très peu d'entreprises qui étaient prêtes à payer pour avoir un petit impact à leur échelle sur la planète. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à payer, de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à payer. C'est pour ça qu'avec ce shift de paradigme, maintenant, peut-être que tu as des modèles soutenables avec une vraie croissance qui peuvent faire des choses, quoi. Et, euh, et alors, en même temps, bah, tu as des gens money-driven qui s'intéressent aussi à ça. Et du coup, bah, ce mélange fait qu'il y a des choses intéressantes qui en sortent, qui vont en sortir. Mais ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je crois qu'il y avait un article là-dessus je sais plus de qui disait qu'une des prochaines billions sera faite, trillion, je crois, sera faite dans le climate change. Je sais plus qui avait écrit ça, il faudrait retrouver l'article. Ok, bah voilà, c'était tout pour moi. Cool. Pour ce... Juste un truc, tu m'as parlé de collier, tout ça, tout ça. Tu veux en parler un peu? Tu veux en parler un peu quand même? C'est quoi juste la problématique. Je suis assez. En gros, pour vous faire un peu l'histoire, il y a quoi? Il y a un an peut-être, un an même deux, non plus 2 ans. Tu creusais un sujet qui était, et peut-être que maintenant tu creuses aussi ce sujet. Tu m'en as parlé récemment, Mhm. qui était autour de la préservation animale. Ouais. Et et du coup, tu regardes, je me rappelle, tu regardes beaucoup, enfin, je me souviens que tu regardes beaucoup de docu, tu lis beaucoup sur ce sujet-là.
C'est une vraie cause qui te tient à cœur. Et tu m'avais parlé d'un business potentiel assez niché. Et quand tu m'en avais parlé, j'avais trouvé ça assez fascinant. Et je me souviens qu'à l'époque, tu avais creusé pour essayer de voir ce qui se faisait dans ce domaine-là. Ce serait cool que tu m'en parles, que tu me refasses un récap de tout ça. Ouais. Parce qu'il y a des choses que j'ai certainement oubliées. Et avec ton œil d'aujourd'hui, comment tu repenserais la chose? Et est-ce que tu pourrais donner une piste aux gens s'ils voulaient partir sur ce sujet-là? Ouais. Alors j'ai plus le nom en tête, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs qui se sont lancés là-dessus, et c'est donc en gros, le sujet, c'est quoi? Il y a des animaux qui sont en voie de disparition partout dans le monde. Par exemple, je sais pas moi, le léopard des neiges, est un animal qui est conduit à l'ex qui flirte de temps en temps avec l'extinction, parce que, en gros, les villes grandissent, le territoire de chasse se réduisent, changement climatique, bref, tout ça. Et du coup, il y a des conservateurs, donc c'est des gens qui sont payés pour que l'espèce survive, pour faire en sorte de mener à bien des projets pour que l'espèce survive, qui, euh, qui sont 100% dédiés au suivi, au bien-être, ou en tout cas à la protection de ces animaux-là, qui sont en voie de disparition. Et une des façons enfin, une des flèches qu'ils ont à leur arc, une des cordes qu'ils ont à leur arc, pardon, pour faire ça, c'est d'équiper certains individus de ce qu'on appelle un GPS scolaire. Donc, c'est un collier qui indique quasiment en temps réel, des fois un peu à quelques jours ou quelques semaines d'écart, la position de l'animal sur une map. Et en fait, du coup, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est génial en fait. Bon, d'abord, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup d'open source. Donc, qui dit open source dit beaucoup d'opportunités de le faire pour les gens qui sont un petit peu débrouillards. Donc, un peu moins d'opportunités de faire du business, sauf si tu amènes une vraie valeur ajoutée. Et le deuxième truc que j'ai remarqué, c'est que les boîtes qui faisaient ça de façon quasiment industrielle, en fait, c'était des vieilles boîtes. On appelle ça de la télémétrie, en fait, euh, qui faisaient des instruments de télémétrie. Vraiment, c'est genre le collier d'éléphant, il fait vraiment cette taille-là, il fait plusieurs dizaines de kilos, il faut être à 10 pour réussir à le mettre autour du cou, etc. Et je me dis, tiens, c'est pas possible, il y a moyen de faire un truc mieux, plus petit, qui donne peut-être d'autres signes que juste la position. Tu vois, tu peux peut-être, je sais pas moi, je dis des conneries là, mais la température ou le battement de l'animal, etc. Enfin, le rythme cardiaque, etc. Donc il y a moyen, je me suis dit, ouais, on a ça sur nos Apple Watch, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'avoir sur un Ouais. animal, tu vois? Et est-ce que ces boîtes-là, la question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces boîtes-là ont fait de la R&D? Est-ce qu'elles ont eu des départements R&D avec des gens talentueux, avec les nouvelles technologies qui ont réussi à Bah, améliorer leurs produits en cours de route? Sinon, alors peut-être qu'il y a un acteur qui peut se positionner, quoi. exact. Bah, en tout cas, à l'époque, j'imagine qu'il y en avait. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ce qui est bizarre, et ça, c'est vraiment une zone sur laquelle je suis vraiment pas très, très, très fort, c'est tout ce qui est patent, etc. Donc, il y avait pas mal. En fouillant un peu, j'ai vu qu'il y avait pas mal de. Comment ça s'appelle ça en français, de Brevet? brevets intellectuels, etc., qui tournaient autour de ça. Donc, c'était un peu chaud. Et moi, mon idée, je m'étais dit, bon, ok, je vais le fabriquer en mieux, en plus petit et en Chine, par exemple. Et puis, je vais faire un modèle e-commerce où les gens pourront acheter leurs trucs. Il y aura aussi un software qui viendra avec, etc. Et je m'étais pas mal chauffé là-dessus. J'avais rencontré notamment un génie de 42 qui a fabriqué, ça fonctionnait avec d'autres ondes que les ondes GPS. Donc, il a fabriqué vraiment un truc qui en termes de batterie, tenait énormément, qui coûtait pas cher à faire, etc. Et on en avait pas mal discuté, on s'était vu 2-3 fois, et puis c'est un peu tombé à l'eau parce qu'il y a eu plein d'autres choses, notamment le Covid. Et entre-temps, il y a des gens qui se sont lancés, qui en ont fait un truc un peu plus classe, tu vois, avec un bel emballage. Enfin, c'est con ce que je dis, hein, mais tu vois, mais c'est pas genre juste la machine qui est posée sur le collier, c'est vraiment, ils ont fait un boîtier qui a de la gueule, etc. Ok. Mais est-ce que tu penses vraiment que l'esthétique c'est une valeur ajoutée dans ce genre de produit?
Je pense que c'est la tech et Ouais, je la sais valeur pas. ajoutée. Tu vois, je me Moi, dis, j'imaginais ça en mode l'iPhone du truc, tu vois. Donc forcément, ouais, mais je vois ce que c'est un tu veux peu dire. basique. C'est un Après, je peu me dis, basique, mais voilà. est-ce qu'un conservateur, on a vraiment quelque chose à carrer que ton truc soit joli? Peut-être ce qu'il veut, c'est que le ping de la position soit plus rapide que la compétition et Il n'y a pas de que, et compétition, que c'est tout qui, ça, tu vois. ouais. Ouais, ouais, je sais. Enfin, si, il y a de la compétition, ouais. Même entre les conservateurs, etc. Tu vois, enfin, c'est un drôle de. Et ça rejoint un peu dont on parlait avant. C'est une nouvelle catégorie, du coup, c'est un drôle. C'est difficile, j'imagine, de lancer un business là-dedans parce que les gens, ils ont un besoin qui est plus ou moins avéré, qui est plus ou moins déjà servi. Et c'est pas leur argent. Ils ont enfin, tu sais bien, t'imagines bien que quand tu as une organisation de conservation, tu fais pas des dépenses par million tous les jours, tu es un peu en mode comptable. Donc, ouais, ça m'avait un peu déchauffé ça. Mais je reste persuadé qu'un jour, il y aura un type qui va faire l'IoT parfait pour la conservation. Ils vont faire tout l'éventail d'objets dont ils peuvent avoir besoin. Et c'est ce que FieldKit est en train de faire en fait. Et donc voilà, c'était un petit peu la réflexion que je m'étais faite à l'époque. Et surtout quand tu vois le prix, ça va jusqu'à des dizaines de milliers enfin plusieurs milliers d'euros pour un collier d'éléphant, par exemple, tu vois. Donc, et Mm. quand tu connais la Il faut voir le technologie coût qu'il de y a prod, dedans, c'est vrai que... mais ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bon, après, c'est du hardware. Le hardware, c'est Ouais. galère as fuck. Ok. Je veux juste que tu parles de ça. Sait-on jamais si quelqu'un ici a repéré une boîte dans ce domaine-là Ouais, ou c'est c'est quelque chose qu'il intéressant. veut lancer, n'hésitez pas à pinguer François, vu qu'il aime ça. Cool. Est-ce que Your tu as turn, d'autres trucs? vas-y. Ouais. euh, Et il regarde son petit carnet, T'as là. vu mon petit carnet, là? J'ai mon petit carnet, je suis tout fier d'avoir mon petit carnet. Non, je voulais juste parler de... Ouais, je vais parler de Way Combinator, donc le plus gros incubateur aux US, et certainement le meilleur de ce monde, en tout cas du monde occidental, je pense. Ils ont listé leurs top companies la semaine passée. Donc c'est un article, vous pouvez aller voir, et en gros, ils listent parmi toutes leurs boîtes, ils font un classement des meilleures boîtes qu'ils ont. Le critère de base qu'ils utilisent, c'est un critère sur lequel eux-mêmes ne sont pas d'accord, qui est la valorisation de la boîte. Mhm. D'ailleurs, il y a une note tout en bas du site qui dit on va prendre comme critère pour faire ce classement la valorisation de la boîte, mais ce n'est pas un critère pour dire qu'une boîte est meilleure qu'une autre. Et alors, ils expliquent pourquoi. Donc, c'est intéressant déjà à aller lire. Et donc, je me suis amusé à regarder les boîtes listées. Et moi, il y a une boîte que j'aime beaucoup, qui a été co-créée par un Français que je kiffe, je t'en ai déjà parlé, s'appelle Deal. Ah oui. C'est une boîte qui aide les entreprises qui ont des employés en remote à recruter en remote des gens, que tout le processus soit fluide, que tout l'administratif soit Mhm. fluide et que les perks que tu donnes à ton employé remote soient nickel. Le sujet, en vrai, c'est pas Deal. Vous irez voir quand même ce que fait Deal. Le site, c'est Let's Deal. C'est assez incroyable ce qu'ils font. Ils ont une croissance de porc. Ils recrutent de ouf. Donc, si vous êtes des ingés, des sales, Deal, Let's Deal, je pense fondamentalement, vraiment, je suis convaincu, enfin, genre, je crois vraiment que d'ici 3-4 ans, ça va être considéré comme une billion. Et pour les franco-français très fiers, un des cofondateurs sera français. Enfin, je pense qu'il est français. Je sais qu'il parle français. Je ne sais pas s'il a une nationalité française. Hein, je ne sais pas trop. Euh, donc voilà, Deal. Et alors, juste en voyant... donc, il y a d'autres boîtes super intéressantes. Vous irez voir. On ne va pas parler de toutes les boîtes. Ce n'est pas le but. Et donc, quand j'ai vu Deal, je me suis dit, cool, le remote, c'est en explosion. Ça, c'est sûr. Je doute du fait que le remote reste post-Covid. En tout cas, que la part de remote dans le monde reste post-Covid. Je pense qu'il y a Ok. beaucoup d'optimistes sur les remotes qui seront déçus et beaucoup de pessimistes qui seront étonnamment encore Surpris. Ouais. surpris. Ouais. Mais il y a un entre-deux. Et donc, je pense Ok. qu'il y a vraiment un entre-deux. Et je dis ça parce que j'ai encore un pote qui vient de rejoindre une boîte ici à Paris. Ils ont loué un espace de coworking. Il va tous les jours au bureau avec eux et il est trop heureux. Il vit sa meilleure vie. Il m'a dit, genre, j'étais en déprime chez moi solo. On peut Ah travailler en oui. remote. J'essaie de travailler en remote. Genre, c'est mort. Il n'y a pas moyen. Donc, je pense que humainement, il y a un truc qui fait qu'il y a des gens qui veulent voir d'autres gens et rester avec eux, quoi, dans la même pièce.
Mais juste petite parenthèse, c'est vraiment très difficile à comprendre ça. Enfin, c'est pas très difficile à comprendre, mais ça, c'est un truc on m'a fait la réflexion récemment et je me suis dit, ouais, putain, en fait, je suis trop con. Il faut pas juger le remote à l'aune du remote en temps Covid, tu vois. Ouais, non, Parce que clairement. c'est forcément, du Le, coup, ti- le, re- le ouais, remote en tant que Covid, il est obligatoire ouais, déjà. Donc déjà, tu n'as pas le choix. Deuxième chose, il est dans des conditions sur lesquelles on n'est pas habitué. Tu sais, ouais, quand on était en remote et qu'on pouvait à Paris sortir maximum 1 heure par jour, mais enfin, ouais. what the fuck, tu vois, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. Genre, en temps normal, c'est pas ça. Donc en fait, c'est ça, les conditions d'aujourd'hui du remote, c'est pas les vraies conditions du vrai remote. Mhm. Et du coup, aussi, Oui, le remote aujourd'hui ouais, peut-être est mal perçu parce qu'il a été mal engagé. Il a exact. été engagé par des éléments externes qui font que bah, c'est mal géré, quoi. Donc ouais, il y a bonne réflexion et je suis convaincu de ça aussi. C'est juste que du coup, je me suis dit, tiens, c'est quoi les opportunités de boîtes que tu peux lancer pour résoudre les problématiques du remote? Et il y en avait une que j'avais tweetée, je t'en avais parlé. C'est un productized service de design d'intérieur on demand. Tu te souviens de ça? Ouais. J'avais tweeté là-dessus parce que pendant le début du Covid, tu avais de plus en plus d'employés, de boîtes qui se retrouvaient chez eux. Et en fait, le chez eux n'était pas fait pour le remote. Moi, chez moi, là où je suis, je ne suis pas dans ce beau chalet, comme vous voyez, j'ai autre chose derrière moi. Mon endroit n'est pas fait pour le remote. Il n'est pas fait pour plusieurs raisons. Et surtout, quand tu restes cloîtré chez toi, à vivre chez toi, à travailler chez toi, tu te rends compte en quoi travailler et vivre dans un espace harmonieux que tu aimes, visuellement parlant et au niveau de la structuration et de l'ergonomie, c'est important pour ta qualité de vie. Et donc, il y avait de plus en plus de personnes sur Twitter qui se plaignaient en mode: «Bon, maintenant je bosse de chez moi, Mhm. mais en fait, chez moi, c'est dégueulasse, c'est mal aménagé, comment je fais pour changer ça?» Et la solution classique, c'est, tu débarques, tu vas chez Ikea, et tu essaies de trouver des trucs, tu les cales chez toi et tu essaies si ça va. Et si tu as un minimum de goût, ça tombe bien. Si tu as des goûts de chiottes, bah, tu es dans la merde. Est-ce que tu Tu te as rends pas. compte que ça dégoûte chiottes? C'est ça la question. Ouais, et est-ce que Ouais. tu te rends compte que tu as des goûts de chiottes? Ça, c'est une Ouais. vraie question. Déjà pour aller chez Ikea, bon, allez, Non. l'enculé. Non, allez, on continue. Non, mais c'est vrai que quand tu vas tout le temps chez Ikea et que tout le monde va chez Ikea et que tu accueilles des amis chez toi ou quoi, bon, bah là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Là, le Tout le Airbnb monde a dans les lequel je mêmes. suis, c'est full Ikea, c'est impersonnel à mourir. Voilà, c'est ça, c'est que c'est impersonnel à mourir. Et si tu as le malheur d'aller 10 fois sur un mois chez des potes différents dans Paris, tu te rends compte que tout le monde a du Ikea et en fait, tu as l'impression que tu es toujours chez la même personne. Mais bon, passons. Et donc, ce Euh, product as service, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, ce productized service dont je parlais, c'était un produit. Et en fait, pourquoi j'avais trouvé l'idée de ce productized service, enfin, comment je l'avais trouvé, c'est parce qu'il y a un mec qui disait ouais, bah, je suis en galère, chez moi, c'est la Hesse, il me faut un truc plus beau pour travailler chez moi. Et du coup, quelqu'un en dessous lui avait linké tiens, j'ai trouvé un freelance sur Fiverr pour vraiment pas cher qui fait ce taf-là. Et donc, j'ai regardé et j'ai commencé à crever. Donc, j'ai tapé Interior Design sur Fiverr, qui est une plateforme de freelancing dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et en fait, il se trouve que tu peux avoir des gens partout dans le monde, des freelances partout dans le monde, qui sont spécialisés autour du design d'intérieur. Et pour un frais fixe, pour un montant fixe, tu fais des photos de chez toi, tu leur donnes un peu les mesures de chez toi. Ils te font faire un petit mood board, donc tes goûts et tes couleurs sur Pinterest. Tu leur envoies tout ça et en 48 heures, ils te sortent et tu leur donnes ton budget. Ils te disent, bah voilà, pour 1000 balles, dans ton salon et dans ta chambre, je peux intégrer ça, 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 ça. Ouais. Regarde, j'ai fait une petite simulation en 3D à quoi ça ressemblerait. Et si tu veux, les liens pour les acheter, c'est là, 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 et ils te renvoient vers Maison du Monde et ce qui s'ensuit. Euh, et du coup, le mec était trop content et donc ça avait fait un thread qui est devenu un peu viral autour du design d'intérieur pour employés de start-up à San Francisco. C'était vraiment un truc centré SF où du coup tout le monde disait ah trop cool, je vais aller sur le freelance. Et quelques jours après, tu avais le premier mec qui avait partagé le lien du Fiverr qui lui a dit qui comme ça répondait au tweet en disant il y a le freelance qui vient de me contacter, il m'a dit il est booké pour les 6 prochains mois, vous l'avez défoncé quoi. Genre, le mec s'était fait booker pour 6 mois de faire que du design d'intérieur. Et il coûtait vraiment pas cher. C'était genre 200 balles, je crois, tu vois. 200 balles, il refaisait une pièce entière. Mais tu vois, tu as un appart avec un salon de 40 mètres carrés, tu refais toute ta pièce pour 300 balles, c'est rien, quoi.
En tout cas, ça peut t'éviter des mois, des années de dégoût de ton intérieur ou de mauvaises remarques. Et, euh, et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait trop cool de lancer un Productized Service qui propose ça as a service. Donc restructuration d'intérieur pour remote employees. Et donc de jouer sur la carte, maintenant tu es en remote, chez toi c'est moche, je te retape ton chez toi et je t'envoie les meilleures pièces en fonction de ton budget et de tes goûts. Et toi, ce que tu fais ce que fait un Productized Service. Tu vas recruter des freelances sur les plateformes de freelancing. Tu les sélectionnes, tu essaies de trouver les meilleurs. Tu utilises ManyRequest comme outil pour manager toutes les requests de tes clients. Tu fais de la distrib sur une cible spécifique. Alors, tu peux cibler les employés de startup et donc là jouer Ouais. en mode tu rentres en fait dans les cercles d'employés de startup. Et donc, par exemple, si tu arrives à closer un Head of Engineering chez Google, il y a forte probabilité que tu es bon en vente et en referral, il y a forte probabilité que tu tapes toute son équipe. Et donc, je pense que tu peux dégager pas mal de thunes. Donc ça, c'est en B2C. Tu peux aussi faire du B2B. C'est-à-dire que tu peux aller trouver des entreprises et leur dire, bon, bah, les gars, vous mettez vos employés en remote par obligation. Il y a de plus en plus de boîtes qui veulent offrir des perks à leurs employés. Un perk, ça peut être un bon d'achat de 500 balles sur plateforme.com où on te retape tout ton salon où tu bosses, ou tout ton bureau de chez toi où tu bosses. Donc les deux sont viables. Donc ça, c'est une opportunité cool, je trouve, pour le remote en Est-ce que tant tu l'as fait? que service. Non, je ne l'ai pas fait parce que fondamentalement, enfin, j'ai pas envie de le faire. C'est un vrai travail, quoi. C'est un travail de service et j'ai pas spécialement envie de faire ça. Puis le sujet m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup, j'ai regardé un peu, j'ai trouvé une boîte qui fait ça, qui s'appelle Rinov, R-H-I-N-O-V, qui fait ça plutôt pas mal. Ils ont des jolis sliders sur leur homepage Ouais, je vois. où tu as Ouais. une pièce et genre tu Avant, après. glisses Ouais. l'avant-après et des fois c'est Ouais. waouh, tu te dis putain, ok, cool. Et donc c'est pas un abonnement, c'est un one time fee. En même temps, je vois pas comment tu peux caler un abonnement là-dessus, ça va être compliqué. Donc, il faut faire du one time fee. Donc, déjà, tu vois, c'est du service sans abonnement. Les services sans abonnement, moi, je suis pas fan. En tout cas, économiquement parlant, je suis pas fan parce que du coup, il faut que tu fasses du volume. C'est pas cool, quoi. Ouais. Ah, Tous les j'aime mois, pas ce modèle-là, quoi. ouais, tous les mois, Voilà, tu dois gagner ta vie, quoi. c'est ça, exactement. À Mais partir de voilà, donc zéro. c'était une petite idée de business si vous êtes intéressé au productized service et si vous avez un minimum d'appétit aussi pour le design d'intérieur. Moi, je suis quiche. Genre, je suis le mec qui achète des trucs moches et on lui dit pas parce qu'on veut pas le blesser, mais en fait, c'est moche. Du coup, heureusement que j'ai ma copine qui a des très bons goûts et qui adore ça et qui fait ça à merveille. Mais parce que sinon, je vivrais dans un taudis. Ce serait drôle, j'avais vu un tweet qui était devenu un peu viral où tu avais c'était un mec qui tweetait ça et il était genre dans une espèce de penthouse à New York. Et il avait mis une photo sur Twitter du penthouse, donc la vue de ouf, de dingue. Et il a mis un canapé et une télé genre à terre, même pas posée sur un truc, vraiment à terre, un peu plus loin contre le mur. Et il a mis un petit bureau avec son ordi et une C'est ça qu'on PlayStation veut. sur la télé. Et genre, il disait, c'est tout ce que nous, les mecs, on veut. Et je sais pas si c'est cliché, mais en tout cas, ça C'est me un suffit cliché auquel largement. j'adhère, en tout cas. Ouais, clairement, clairement. Et donc Moi, voilà. j'aime bien cette idée-là. Enfin, quand tu me l'as pitché à l'époque, je trouvais ça marrant. Surtout que, enfin, moi, je venais d'une famille d'architectes, du coup, ça a fait sens. Et j'ai même hésité, tu vois, juste à créer un site web pour ma mère à l'époque et voir si un petit peu si je pouvais la pousser et voir s'il y avait des gens. Après, ouais, c'est très. Je pense que la bonne façon de commencer, c'était l'employé de startup qui a levé des fonds et qui est pas dans le chichi pour soigner son employé, quoi, qui fait pas de chichi avec ça. C'est Et ça. ça existe. Et Ouais, il il y a un y a tas des de boîtes budgets qui sont gigantesques pour ça. il y a un tas de boîtes qui proposent des perks à leurs employés et il y a Mm. des putains de perks des fois, hein. Mm. C'est des sacrés perks de plusieurs milliers d'euros des fois à offrir aux employés chaque année. Donc ouais, clairement, clairement, clairement. Voilà, petite idée comme ça, c'est lâché, c'est bon, vous pouvez le faire. Comme je disais, je sais pas si j'ai déjà parlé de mon exorcisme. Oui, si, on En en a tant déjà que... parlé. Ouais, Ouais, ouais. ok. Le fait de vous balancer des idées. Vas-y, Je vas-y, résume vas-y, pour vas-y. ceux qui viennent d'arriver.
On a plein d'idées tout le temps. Il y en a, sur 100 idées qu'on a, il y en a peut-être 10 qu'on hésite à exécuter. Et sur les 10 qu'on hésite à exécuter, ben, on peut pas en faire 10, on peut qu'en faire qu'une. Du coup, ben, les 9 autres, ben, on les balance. Allez, On on les les balance à balance. tout le monde et on espère que quelqu'un va les faire mieux que nous, plus vite. Ouais. Même, enfin, ça nous Et, ferait plaisir. et ça exorcise vraiment, quoi. Genre, Ouais. ça Genre après, fixe tu penses vraiment. plus. C'est fini. Ah, c'est ça, c'est fini, c'est sorti, c'est bon, vraiment. Par exemple, le premier épisode, je vous ai parlé de Deep School. Vous êtes 4 à m'avoir contacté, dont un qui cartonne, qui va rentrer normalement dans un gros incubateur et qui, je pense, est en train de très bien faire ça. Il a sa première classe qui sont full à chaque fois. Il fait ça super bien, donc trop content pour lui, quoi. Genre, c'est trop bien. Continuez. Big up. Cool. Est-ce que tu as autre chose là sur lequel tu veux sauter? Un truc que tu as Ouais. vu Alors, c'est aussi un service dont tu as déjà entendu parler. Je pense que c'est même toi qui me l'avais envoyé à l'époque. Ça date de 2016, donc on remonte il y a longtemps. Ok. Enfin, la publication de l'article que tu m'avais envoyé, je pense que c'est toi qui me l'avais envoyé où je l'avais trouvé. C'était à l'époque où IndyHacker se lançait, donc ça faisait partie des premiers entrepreneurs qui avaient été interrogés par IndyHacker. Et ça s'appelle InstaPaint. Est-ce que tu t'en rappelles? Instapaint, putain, est-ce que c'est C'est génial. pas un Asiate Chris qui Chen. Attends, ouais. je vais Ah, pitcher. et c'est trop bien. Et le mec, genre, c'est un peu le nerd. Mais ouais, mais en gros, c'est le nerd qui est genre contre tout, contre le monde entier, et qui est tout seul. Et il est là en mode, moi, je vais faire une boîte qui fait plein de thunes. Et il fait un truc, what the fuck. Et en fait, il génère bien plein de thunes. Et tu te Et dis, mais tu auquel sors personne d'où, n'avait mec? pensé avant. Et il Ouais, paraît enfin, tellement non, intelligent après. je pense que des gens ont dû y penser. C'est juste que Il l'a exécuté, ça a mais été mal fait, personne. quoi. C'est juste qu'il l'a bien Ouais, fait. Et vas-y, ouais. parle-moi, reparle-moi de tout ça. Je me souviens de quelques détails. Je kiffe quand tu me fais souvenir, comme tu me donnes des rappels comme ça. Vas-y, vas-y. Et ben donc, en gros, InstaPaint, c'est une plateforme sur laquelle tu peux prendre une de tes photos, l'uploader, et enfin, pas en échange, mais en échange d'un certain prix, tu peux recevoir une peinture qui copie parfaitement cette photo. Et c'est une peinture à l'huile qui est faite sur mesure, à la main, dans des conditions qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, c'est génial. Et l'intitulé de son post, c'était de 4 000 dollars en dette à 32 000 dollars par mois. Donc à l'époque, le chiffre officiel, c'était 32 000 dollars par mois. Et là, il est toujours en ligne, quasiment 5 ans après. Du coup, bah, c'est bien. J'imagine qu'il tourne toujours. Et c'est vraiment un business qui est trop, trop, trop malin. C'était quasiment du product service avant l'heure, quoi. Et c'est encore plus que du product service, parce qu'il y a vraiment un produit derrière. Donc, tu arrives sur son site web, tu uploads une photo de ton chien, de toi et ta femme, ou de toi et de ton copain, ou de ta copine, ou de ta famille entière. Et en fonction du nombre de personnes que tu as sur la photo, en fonction du nombre, si tu as un animal ou pas, etc., et ben, tu as un prix qui s'affiche en fonction de la taille du cadre que tu veux, etc., aussi, la taille de la toile. Et derrière, lui, eh ben, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie cette photo-là via sa plateforme à des peintres qui sont tous les uns à la suite des autres. Là, j'avoue que je n'ai pas envie de faire de l'intox, mais je pense que c'était en Chine que c'était fait. Ouais. Ouais. Dans des galeries. En fait, il y a une région en Chine qui s'est spécialisée dans la peinture. Et c'est des rangées et des rangées C'est dans des ça. ateliers de mecs qui peignent. Je pense même pas qu'ils peignent toute la toile, ils peignent tous une partie de la toile, pardon, et puis la toile passe. Vraiment, ça a été usiné, etc. J'avais été fasciné de cette partie-là parce que ce que tu Ouais. dis, je pense que c'est juste. C'est en gros, en gros, il avait un insight de marché. C'est quoi un insight de marché? C'est de savoir qu'il y a un village en Chine où il y a des types, leur métier du matin au soir, c'est de peindre des toiles à l'huile, de bien le faire pour pas cher. Ça, tu peux pas le sortir de ton chapeau, quoi. Faut le savoir, tu vois. Et du coup, il avait exploité cette main-d'œuvre, enfin, il l'exploite pour le coup, et il s'est fait une petite armée comme ça de Chinois qui font très bien ça, très vite, pour pas cher. Donc voilà, ouais, je trouve ça fascinant. Genre, ouais. Et voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, la toile, le plus petit format, le prix de base, c'est 89 dollars. Le plus grand format, le prix de base, c'est 259 dollars. C'est pas non plus très très cher. Après, il faut aimer le style, il faut aimer le rendu de ce type de peinture, etc. Mais
tu te balades dans la France un peu profonde, tu rentres même pas dans la France profonde, vraiment dans n'importe quelle maison qui date un peu, avec des gens qui ont vécu longtemps, tu vois toujours des peintures un peu partout la plupart du temps. C'est quelque chose que nous, on n'a pas. Genre, je suis sûr qu'à part ton buffle, enfin ton taureau là, qui repose au-dessus de ton feu, sur ton fond d'écran, il n'y a pas de peinture chez toi. Ouais, il y a ma copine qui commence à faire de la peinture. Elle a fait une petite peinture. Oui, Mais oui, mais non, il n'y a pas de. Oui, oui, on est bien d'accord. C'est super drôle parce que j'ai un pote qui est agent de son frère, qui est un grand artiste belge, enfin, qui commence à devenir un très grand artiste. Et, euh, et ils font de la peinture et il m'a parlé un peu de ce marché-là. Et j'accompagne dans un autre cadre un artiste, peintre et dessinateur et photographe qui vit de son art à avoir de la croissance sur les réseaux sociaux. Et j'ai parlé avec lui hier, donc c'est trop drôle que tu me parles de peinture et que c'est trop drôle. Donc ouais, non, je me souviens qu'à l'époque c'était trop bien, j'étais trop fan de ce mec-là, enfin trop fan, en mode, j'avais lu son histoire, j'étais trop content, j'étais en mode putain, c'est trop malin. Un mec, il a un insight sur un truc inexploité comme ça, et waouh quoi. Euh, donc ouais. probablement il y en a plein d'autres des modèles. Enfin, ce modèle-là est réplicable sur plein d'autres industries. Enfin, sur plein d'autres de petits d'insights que nous n'avons peut-être pas maintenant, ou dont on ne se rend pas compte qu'on les a. Désolé pour ce kleps qui hurle. C'est pas grave. S'il Mais avait un oui, collier, tu vois, s'il avait un collier autour du cou, j'enverrais une décharge là, tu vois. Enfin, bon, bref, ouais. c'est un détail. Ça va aller, ouais. Faire maltraitance animale comme ça. Il veut mettre des Pétard. colliers pour les tracer maintenant. Non, mais il y a une Euh, double fonction. Tu le traces et s'il est pas sympa, non, c'est bon. Allez. Je veux pas il utiliser mon s'enfonce. deuxième joker. Non mais grave, cette histoire de peinture de ouf. Je trouvais son histoire assez intéressante. Ah, il faudrait retrouver maintenant combien il fait, où est-ce qu'il en est. Mais c'est vraiment, je me souviens, l'histoire, je crois qu'il y avait même un podcast sur lui. Il n'y avait pas une interview audio, je pense, de lui. Il n'y avait pas que du. Si, il y avait une interview audio de Mais lui sur sur YouTube. Indie Hackers, en général, ils font les deux, hein. Ils retranscrivent l'interview en écrit et il y a l'audio Ok. au-dessus. J'ai Ok, pas donc écouté c'était un l'audio. des premiers audios alors. Et vraiment, le type, enfin, tu le sentais que c'était le rebelle qui avait trouvé son petit truc à lui et était dans sa cave et il faisait de la distrib parce que le métier c'est de la distrib. Hein, Et je faut pense qu'il distribuer était quoi. rentré chez YC avec ça, mais je suis pas sûr, mais je pense qu'il y avait une histoire comme ça à l'époque. Enfin Je sais bon, c'est pas. du détail, on s'en Demain, fiche, mais ouais. Peut-être qu'il avait mais appelé. Non, la ouais, boîte dans laquelle il était avant était une boîte YC, je pense. C'est ça. ok, d'accord. C'est ça. Parce que avec ça, ça m'étonnerait que tu rentres à YC. C'est, Oui, non, non, pas avec ça, mais justement, je pense qu'il était rentré avec une idée, puis il avait pivoté. Enfin, c'est l'histoire Ouais, que c'est j'en ça. avais, et finalement, il avait En fait tout cas, il les a côtoyés en tant de près. qu'employé au fondateur. Ouais, 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 Ok, ouais, ouais. Non, vas-y, à ton tour. super, super intéressant que tu me parles de ça. Euh, ouais, à mon tour, de quoi je peux te parler c'est ça, je t'en ai parlé récemment. On s'est partagé beaucoup d'infos là-dessus. J'ai envie d'en parler sur le podcast parce que je pense que c'est là, on va parler startup, on va parler de nouveautés, de marchés émergents. On va parler de GoPuff, et des. Je pense qu'aujourd'hui, je t'ai rien fait découvrir. Si le premier compte Insta, mais GoPuff, je vais pas te le faire découvrir. Mais je voulais qu'on en parle. Donc GoPuff, c'est quoi? C'est une boîte aux US qui cartonne de ouf. J'ai pas la valo, mais en tout cas, elle explose. GoPuff, c'est une boîte qui te permet, toi en tant que consommateur, de commander tes courses en ligne via une application et de les avoir dans ton réfrigérateur en moins de 30 minutes. Vous allez me dire, ok, trop cool, il y a plein de boîtes qui font ça, Frishti fait ça, ils ont un petit catalogue. Il y a Monoprix, si tu veux, tu peux commander tes courses. Alors, la nuance de GoPuff, c'est que déjà, déjà c'est rapide et les produits, ce n'est pas des produits supermarchés. C'est eux qui ont les produits dans des centres de stockage. En fait, un des avantages de ce modèle-là, c'est que c'est verticalement intégré. Donc, ça veut dire qu'ils own toute la chaîne. Alors, ils n'ownent pas la chaîne de production des produits. Par contre, ils vont chercher les produits dans leur propre centre de stockage que eux gèrent. Donc déjà, ils ne vont pas Ils dans un opèrent, ok. supermarché. C'est ça, ils ne vont pas dans un supermarché, prendre le pot de sauce, aller à la caisse, le payer et te le livrer.
comme pourrait faire, je crois que les boîtes Instacart fait ça aux États-Unis, par exemple. Donc eux, ils font pas ça. Eux, le pot de sauce, ils l'ont chez eux, dans leur centre de stockage, et ils ont plusieurs centres de stockage distribués de façon optimale pour que la livraison se fasse rapidement. Parce que oui, la livraison se fait en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, tu commandes sur Monoprix ou même chez Frishti, tu n'as rien en moins de 30 minutes. Et le catalogue n'est pas aussi grand que celui que tu pourrais trouver chez GoPuff. Donc, ils sont verticalement intégrés, ce qui leur permet opérationnellement d'être beaucoup plus rapides, d'être beaucoup plus efficaces. Ils ont aussi des unit economics positives. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont profitables sur chaque produit qu'ils vendent. Aujourd'hui, si tu vas, si j'avais le même modèle, mais que au lieu d'avoir mon propre produit chez moi, enfin dans mon centre de stockage, je vais au supermarché marché l'acheter, ben, je vais payer la marge que le supermarché prend. Ici, dans ce cadre-là, eux, ils se fournissent chez les fournisseurs, ce qui fait qu'ils ont des prix fournisseurs, ce qui fait qu'ils font des marges plus élevées sur chaque produit qu'ils te vendent. Et le troisième avantage, c'est que vu qu'ils own toute la chaîne, ils sont data-driven. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toutes les datas de toutes les consommations et du coup, opérationnellement et logistiquement, ils peuvent tout gérer au millimètre près pour savoir dans quel endroit, qui veut quoi, à quel moment de la journée, sur quel type de volume, sur quelle démographie. Ok. C'est une boîte qui s'est cherchée pendant longtemps. Je crois qu'ils ont mis plus de 3 ans à maîtriser parfaitement le modèle parce que c'est le type de modèle où chaque mouvement d'aiguille impacte fortement ta boîte, tes revenus, ton modèle. Donc, chaque mouvement d'aiguille est super important. Et donc, il faut que tout soit parfaitement ficelé, que tu aies les bons centres de stockage au bon endroit pour les avoir, pour avoir du real estate au bon prix, pour faire les livraisons au bon moment, avec les bons fournisseurs et gérer ton stockage et ta demande parfaitement bien pour que tu aies un roulement parfait. Enfin, c'est vraiment le genre de truc où tu pourrais avoir un schéma qui prend tout un mur entier et chaque pixel du schéma doit être parfaitement bien agencé pour que ta boîte tourne, soit viable et ait de la croissance soutenable. Il y a un super article qu'un VC français a fait là-dessus qui s'appelle Alexandre Dewey, je pense que c'est Dewey ou Dewey, je ne sais pas, je pense que c'est Dewey. On le mettra aussi en lien. Il y a une analyse complète, il y a plus que ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment une analyse très très smart. Du coup, GoPuff a fait beaucoup de bruit début 2020, enfin pendant la crise de la Covid, parce qu'en fait, ça a été l'année pour GoPuff d'explosion. Alors, ils grossissaient déjà très bien, mais alors pendant le 2020, ils ont explosé par simple principe. Les gens sont chez eux et ils ont besoin de commander. Et que les comportements ont beaucoup évolué. Il y a ça a été une accélération du comportement chez les consommateurs d'achat en ligne. C'est pour ça aussi que plein de marques D2C ont cartonné pendant le Covid, etc. Toutes les boîtes de livraison de bouffe. Je n'ai pas les chiffres, mais ici à Paris, Deliveroo, le week-end, après 18 heures, je pense que Deliveroo, c'est les seuls qui livrent, quoi. Enfin, il doit y avoir quelques concurrents, mais ils doivent avoir plus de 80% du marché, quoi, je pense. Et donc, il doit y avoir plus de... Enfin, il y a 8 personnes sur 10 qui, s'ils veulent commander en ligne, ils passent par Deliveroo, quoi. Donc, c'est une vraie explosion de la demande. Et juste Et une parenthèse par rapport à ça, moi je les ai vus display dans une newsletter qui indique les topics les plus en recherche sur Google toutes les semaines, toutes les 3 semaines. Et GoPuff avait été display. Moi, à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était GoPuff. Et ils disaient, enfin, leur analyse du truc, c'était de dire qu'ils explosaient pendant le Covid chez les étudiants. ouais, Parce que les étudiants, après 23 heures, etc., commandent des snacks, des trucs, des chips, des trucs. Et ouais. c'est là-dessus qu'ils font des marges énormes, en J'ai fait, pas, j'ai GoPuff. pas, j'ai pas parlé de ça, mais en fait, GoPuff, a posteriori, des gens ont essayé de faire. Il y a plein de newsletters qui ont essayé d'analyser le modèle et de voir qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi en fait à faire ça et alors que c'est compliqué as fuck. Enfin, vous voyez, depuis là, on est au 10e épisode. Je pense qu'on vous a au moins présenté une dizaine de modèles différents, peut-être, et encore. Et là, on est vraiment sur la boîte où c'est dur. Et après, j'en parlerai de pourquoi c'est dur, mais c'est dur, quoi. Et donc, ils ont peaufiné ça. Et alors, effectivement, les périphéries,
Les centres-villes étaient une mauvaise cible pour eux. Ils ont essayé à un moment donné de cibler les centres-villes, c'était une mauvaise cible. Et donc, ils ont été ciblés les périphéries et là où les campus universitaires étaient au début. Mmh. Et c'est là, en fait, qu'ils se sont entraînés, pour tester leur modèle pendant des années. Et à un moment, quand il était parfaitement bien, ben là, ils ont inondé, quoi. Ils ont inondé les zones. Euh, Est-ce qu'en Europe, on a un GoPuff? On a plusieurs GoPuff qui viennent de se lancer. Pendant 2020, il y a plusieurs personnes qui essayent de lancer des GoPuff-like, le modèle est exactement le même. On a Gorillaz à Berlin, qui, je pense, vient d'ouvrir aux Pays-Bas et qui a certainement dans son collimateur Paris. Donc, ils ont un compte Insta qui est assez cool où tu vois les mecs Gorillaz. Donc, le branding, la mascotte, c'est un gorille. Et tu as les livreurs où il y a écrit Gorillaz partout et ils sont là en mode ils viennent livrer ta bouffe chez toi. Ils ont levé énormément d'argent. Ils ont plus d'une centaine d'employés déjà. Mmh. Ils ont une force de frappe assez monstrueuse. Au UK, tu as une boîte qui vient de lever il y a quelques jours leur série A qui s'appelle Wheezy, W-E-E-Z-Y. Ces deux boîtes se sont lancées en 2020. J'en ai repéré 6 autres, des boîtes. Et moi, là, je vous parle des plus grosses, mais des boîtes qui se lancent en Europe, j'en ai repéré 6 autres. Et il y en a une en France, dont je tairai le nom, qui vient de se lancer là, début d'année 2021. Donc là, ils frappent la France. Ils vont commencer par Paris Ils frappent la France, ouais. ils frappent Ils la vont France commencer très fort. tout doux par Paris et ils Ouais, vont après, apprendre je pense dans le qu'ils dur, vont, quoi. ouais, alors ils vont apprendre dans le dur. Et alors là, on va en parler. Mais donc, ils frappent Paris. Il y a beaucoup de capital. Et alors, c'est là en fait la complexité du modèle. C'est un modèle où, vu que tout doit être parfaitement parfait, les fondateurs sont très importants. Il faut des fondateurs qui soient carrés as fuck, qui soient chiffre driven, millimètre près driven. Et tu peux pas avoir des fondateurs bordéliques, non consciencieux et qui se disent ouais, les marges, tout ça, on verra après, quoi. Et en fait, il y a des types de fondateurs qui sont comme ça, il y a des personnalités qui sont comme ça. Et là, Mmh. typiquement, il faut que tu aies des mecs hyper analytiques, qui soient carrés, qui calculent tout. Et donc, du coup, il y a une complexité et qui savent aussi déployer du capital au bon endroit et de ne pas faire des dépenses inutiles. Et c'est très dur, surtout quand tu as beaucoup d'argent, surtout quand tu lèves beaucoup, c'est très dur. Et surtout, et là c'est le deuxième point, vu que c'est des modèles qui sont très capital intensifs, donc qui demandent énormément de capital, les VC le savent, les VC injectent énormément de capital très vite. Les boîtes dont je vous ai parlé, il n'y en a pas une qui a levé moins de 3 millions en seed. Parce que c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut pour pouvoir déployer quelque chose d'efficace. Le problème, c'est que il y a un VC qui m'a dit ça très bien, c'est que c'est un bain de sang parce que la barrière à l'entrée est pas si grande non plus. Donc, tu vas avoir de plus en plus de concurrents. Je veux dire, en 2020, je vois déjà 6 boîtes se lancer, dont 3 qui ont levé beaucoup d'argent, dont une qui est déjà en série A. Donc, ça y va, quoi. Ça burn et ça accélère. Donc, tu as de plus en plus de compétition. Ce qui fait aussi que dans un marché comme l'Europe, plus tu as de compétition sur un modèle, euh, plus ton nombre de VC est capé. Donc, ça veut dire plus à un moment donné, les VC doivent faire un choix sur chez qui investir. Si on est 4 GoPuff en Europe à être super bons, ok, donc il y a 4 teams, ils sont trop bons, ils recrutent super bien. Ils se sont dispatchés les pays plus ou moins différemment. Il y en a un sur Paris, un sur Berlin, un sur Londres. Celui sur Berlin, il prend les Pays-Bas. Celui sur Paris, il est plutôt bon aussi. Il va aller plutôt vers l'ouest. Il va essayer de prendre l'Espagne. Donc en fait, c'est vraiment une guerre, quoi. C'est chacun en train de se dispatcher. Celui de Berlin, il l'ouvre à Paris à un moment donné. Il essaye pendant 6 mois. Puis il remarque que celui à Paris est trop fort. Et il prend. C'est pas le bon Ouais. moment. Donc il rabat. Donc c'est vraiment une stratégie d'expansion. Il y a un moment donné où tu as besoin d'encore plus de capital, encore plus de capital, plus de capital. Et donc les VC, à un moment donné, ils injectent de la thune. Mais tu arrives à un stade où c'est plus. Donc, il y a des fonds de VC qui investissent à différents stades et tu arrives à un certain stade où il n'y a plus assez de VC qui sont prêts à investir. Et donc, les VC vont faire des choix. Il y aura peut-être plus que 5 acteurs en Europe, 5 VC qui sont prêts à mettre de l'argent dans ce type de modèle et à suivre ce type de modèle. Mais peut-être qu'il y a 10 GoPuff-like. Et les 10 GoPuff-like ont levé,
mais les 10 GoPuff-like doivent passer au boss numéro 4. Et par contre, pour financer le boss numéro 4, il n'y a que 5 VC, par exemple. Et il faut faire un choix à un moment donné. Tu dois choisir qui tu kills. Est-ce qu'on va plutôt prendre Gorillaz ou est-ce qu'on va plutôt prendre Wheezy? Et ce que je vous dis là, ça se passe. Ça s'est passé avec des boîtes comme Deliveroo et Uber Eats. Après, ils avaient du capital parce que eux, du coup, ils étaient nés directement aux US. Ils avaient d'autres types de capital. Ils prenaient les capitales des US pour les mettre en Europe. Et donc, tu as Deliveroo. Tu avais une boîte belge qui essayait de se répandre. Et Take It Easy, par exemple, qui a dû arrêter parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus à trouver les VC qui allaient mettre de l'argent. Et donc, non seulement c'est capital intensive, en plus de ça, ils te font des fondateurs qui soient au millimètre près parfaitement bien des machines. Et en plus de ça, il faut aussi des fondateurs qui savent lever et convaincre. Parce que tu arrives à un moment donné à un stade, à un boss où vous êtes plusieurs compétiteurs, il n'y a pas assez de VC, il faut être le meilleur à convaincre, il faut être le meilleur à montrer les bons chiffres. Donc, il faut avoir fait des bons chiffres. Il faut être le meilleur à convaincre. Non, nous, on va y arriver parce qu'on a une recette secrète que les autres n'ont pas. Et donc, en fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et tout ça fait que c'est un modèle ultra complexe. C'est un modèle capital intensive as fuck. Tout le monde ne peut pas faire ça. Pas que capital intensive, c'est aussi human intensive, dans le sens où il faut intensive, énormément de recrutement. En fait, comme tu dis, là, Gorillaz, ils sont déjà 100, c'est énorme, quoi. Mais ouais, non, tu moi, recrutes je en ne masse, souhaite quoi. pas ça à Parce quelqu'un. que tu recrutes en masse, il faut que tu fasses les bons recrutements. Tu vois, si par exemple, tu as un fondateur qui fait. Alors, la semaine passée, on vous parlait des McKinsey-like, des mecs qui font McKinsey. Tu vois, un mec qui a fait McKinsey, qui après été general manager je sais pas moi, chez Uber Eats, c'est le profil type parce qu'il est analytique et il sait recruter les bonnes personnes et être froid et sélectif sur le recrutement pour avoir des machines qui exécutent. Donc ça, c'est typiquement un bon fondateur. Enfin, en tout cas, c'est quand tu l'as sur un deck pour faire un GoPuff-like, tu te dis, ah, lui, il est analytique, lui, il sait recruter, lui, il sait filtrer, il sait placer les bons pions sur l'échiquier. Donc ça, c'est typiquement un bon fondateur. Enfin, en tout cas quand tu sais que tu es sur un modèle où c'est l'exécution et le placement de tes pions au bon moment et au bon endroit qui est important. Donc voilà, je voulais juste vous parler de cette boîte-là parce que c'est de ces boîtes-là, de ce modèle-là, parce qu'il est assez encore underground, un peu inconnu. Les VC les connaissent, mais peut-être le public ici ne les connaît pas forcément. Et c'est des boîtes à suivre. Et moi, je me réjouis de me faire livrer pour la première fois par un Gorillaz-like ou même par Gorillaz ou d'autres boîtes de ce type-là. Mais donc, Voilà. parce que tu as parlé de tout ça, ce genre de boîte, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est quoi le marché qu'ils vont targeter? C'est la GMS? Le marché, tu veux dire la population? Non, ce que je veux dire, c'est, ok, Gorillaz, il attaque quel marché exactement? Il attaque le marché des grandes surfaces, donc des GMS. Ouais, alors C'est dans le ça? cadre, C'est oui, ça c'est ça, quand tu réfléchis en mode, ok, Gorillaz, il va, ce genre de, je sais pas moi, Deliveroo, qu'est-ce que ça target? Enfin, tu vois, quand tu fais des ouais, parallèles avec les marchés qui sont déjà existants et déjà bien installés, quelque part, Gorillaz, etc., pour moi, ils targetent la GMS. Enfin, c'est pas quelque part, ouais, c'est alors clair oui, comme de mais l'eau de roche, quoi. une population de la GMS, quoi. C'est-à-dire toi et moi. C'est-à-dire jeune actif, 18-25 ans, je pense. Mhm. Ça va être la première cible. 18-25 ans qui est habitué à commander sur Amazon. Il y a des gens qui commandent leurs courses sur Amazon, tu vois. Et c'est quoi la Qui commandent différence avec leur Instacart? PQ et Instacart, c'est pas pareil. Instacart, où ils vont acheter dans les supermarchés. Donc en fait, ils Oui, mais ont pour le client, dispatché. c'est pareil ou pas? Alors, bah non, parce que le prix n'est pas pareil, parce que le livreur, il va dans le supermarché, il va acheter ton pot de sauce, donc tu le payes prix supermarché, alors que là, tu payes prix Gorillaz, et donc normalement, Gorillaz est censé avoir un prix moins cher, quoi. Ok, Euh, d'accord. Ça, c'est établi, ça. Il y a vraiment une différence de prix entre je sais pas un si c'est, GoPuff et... je sais pas si c'est établi. Ah si, GoPuff et en supermarché ou en Instacart, oui, là c'est le cas. Ok, Mais normalement, c'est intéressant. censé être dans la loupe. Après, toutes ces boîtes-là essaient de fonctionner en abonnement aussi. Donc, ça veut dire que pour avoir, par exemple, vu que c'est un comportement régulier, tu vois, si j'achète, je fais mes courses, je vais peut-être les faire 2 fois par semaine. Donc, je vais commander 2 fois chez Gorillaz. Si je paye les frais
de livraison, ça peut commencer à devenir cher. Donc, je fais quoi? Je paie un abonnement mensuel, comme Deliveroo, comme toutes ces boîtes-là. Abonnement mensuel pour essayer d'avoir un minimum de recurring et pour me pousser à acheter mes cours chez eux, quoi. Ok, Euh, donc intéressant. voilà, c'est vraiment, je pense, et je suis d'accord avec la personne qui m'avait dit ça, qui va faire ces boîtes-là? Les fondateurs de ces boîtes-là vont être tellement importants. Genre, faut vraiment le mec qui comprend la logistique au poil de cul près et qui est le plus bon stratège pour placer ses pions au bon endroit et au bon moment. Je pense que ça va être, c'est dur, quoi. C'est dur et c'est les fondateurs qui vont réussir à faire ça qui vont y arriver, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, il faut. Et ça, c'est un truc qu'on m'avait déjà dit. D'une manière générale, quand tu choisis des VC pour investir dans ta boîte, c'est hyper important de comprendre comment un VC fonctionne. C'est parce que, enfin, je sais pas si c'est connu, si c'est pas connu. Moi, je suis pas non plus le plus expert là-dedans, mais un VC va chercher des fonds chez un LP et un LP, des fois, va chercher des fonds chez d'autres plus gros LP, etc., etc. Donc, ils se mangent tous un peu enfin, comment dire, ils bouffent un peu tous au même râtelier à la fin. Et donc, c'est hyper important quand tu fais ce genre de boîte. Là, c'est un peu d'improvisation, mais j'ai l'impression que c'est hyper important de prendre les bons VC qui, derrière eux, ont les bons LP qui, comme tu l'as dit, pour le boss 4 ou pour le boss 5, seront là pour toi si jamais tu es arrivé jusque-là, quoi. C'est pas le genre de truc, à mon avis, où tu dois prendre beaucoup de business angels qui sont juste des rigolos de Paris qui ont un peu de thunes, quoi. Ça n'a aucun sens. Sur le long terme, tu te tires une balle dans le pied, même s'ils sont prêts à donner plus au début, tu vois. Je sais pas. Donc, Là-dessus, j'ai pas j'ai pas et tu d'avis. sais quoi, on m'avait même déjà dit que c'est courant, notamment dans la Silicon Valley, de prendre dans ses investisseurs des managers de grandes firmes, mais à titre perso. Et c'est genre admis, Mm. tout le monde le sait, tout le monde le fait. Mhm. Qu'en gros, tu prends X ou Y à titre perso dans ton fonds, enfin dans ta boîte, et tu sais bien que lui, le jour où tu auras besoin de beaucoup d'investissement, et ben, il ira pousser ton dossier ailleurs. Enfin, pas ailleurs, dans sa boîte, avec un vrai VC pour le coup. Et ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est quelque chose Ouais. qui est connu dans certaines sphères et qui n'est pas forcément partagé à l'extérieur. En fait, Alors, c'est un jeu humain très, 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 très quand tu es facile, comme tu face l'as à compris, mais c'est ça, quand tu es face à la levée et que tu dois le faire, là, tu te renseignes, mais c'est vrai qu'en dehors de faire une levée, tu ne te poses pas ce genre de questions. Mais oui, effectivement, c'est super important. Alors, c'est super important pour plusieurs choses. Par exemple, c'est important pour les relations d'exit possible. Imaginons, je crée une app, je sais que l'exit possible pour moi, c'est... Allez, je fais une boîte dans la productivité. Je sais que l'exit possible pour moi, c'est que Calm me rachète. Ce serait peut-être malin d'avoir un chief of de Calm dans mon board. Ou, enfin, en tout cas, investisseur chez moi. Mhm. Je veux faire une boîte, je sais que qui va me racheter potentiellement, c'est Snapchat. Ce serait peut-être intéressant d'avoir certains employés de Snapchat comme investisseurs pour en fait commencer à créer une relation, que Snapchat puisse m'advise, d'avoir, si jamais je dois faire une intégration Snapchat, bah, j'ai un mec dans ma boîte, en tant qu'investisseur qui peut me faire la mise en relation et qui peut m'aider. Et le jour où ça va très très bien, bah, potentiellement Snapchat va s'intéresser à moi et vu que j'ai déjà une relation, possiblement je vais faire un exit chez Snapchat. Donc Donc stratégiquement, il y a des fois, je pense pas qu'il faut le penser comme ça dans tous les types de boîtes. Il y a des boîtes où ça n'a aucun sens de penser comme ça, mais il y a des boîtes où il faut penser stratégiquement comme ça. Ouais. ouais. Mais donc, en tout cas, la consanguinité, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand tu veux faire une boîte et que tu réfléchis stratégiquement dès le début. Les relations humaines, les relations humaines sont une toile d'araignée. Et si tu te places sur le bon chemin de la toile, tu iras plus vite au centre de la toile, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, imagine une grande toile d'araignée, Oui, oui, enfin, arriver j'ai au cette idée. centre, c'est très important pour toi. Trouve les bonnes liaisons. Il n'y a pas que ça. Tu ne dois pas faire ça du matin au soir et penser qu'à ça. Il faut y produit, il y a client, il y a tout le reste. Mais ça fait partie des éléments auxquels il faut réfléchir quand tu as une ambition grande et que tu sais que tu as un certain. Ce serait bien de tendre vers cette partie-là de la toile. Voilà. Je pense qu'on peut terminer l'épisode là-dessus.
Les relations humaines, c'est comme des toiles d'araignée. Tu veux arriver au centre, il faut prendre les bons raccourcis. Non, oui, ok. Non, mais moi, c'est intéressant, tu vois, c'est quelque chose que dans mon esprit un peu naïf parfois, en mode, si tu fais un truc beau, qui a du sens, qui plaît aux gens, les gens sont prêts à acheter, ça suffit. Ben oui, ça suffit pour faire 99% du chemin, mais parfois, si tu as été un petit peu malin et un petit peu, et que tu as fréquenté les bons cercles au bon moment, et ben ça, c'est les 1% qui te manqueront peut-être à la fin, De ou ouf. qui feraient toute la différence, quoi. Et Mais ça, c'est un clairement. truc, tu vois, et quand je l'ai compris, ça, je me dis, putain, mec, les dés sont pipés, en fait, tu vois. Et c'était un peu la réaction facile que je pouvais avoir. Finalement, j'ai un peu changé d'avis là-dessus, mais ça reste important. Et ça, c'est un truc que je pense qui est pas forcément partagé en dehors des cercles les plus informés. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. C'est le genre de choses qui informelles, qui se disent pas forcément. Je suis d'accord. Mhm. Voilà. Tu veux Et qu'on ben, clôture ici? rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode numéro 11. Prochain épisode numéro 11. Donc là, on a fait le 10. On a un dixième du chemin qu'on a comme objectif premier. Oubliez pas de liker, de commenter. C'est super important pour que l'algo nous mette en avant sur YouTube. N'oubliez pas, on est aussi sur Apple Podcast, Spotify. Si vous voulez donner un commentaire sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles, ça nous ferait vraiment plaisir. Apparemment, il faudrait qu'on pousse ça pour que les gens nous trouvent mieux sur Apple Podcast. Donc, faites-le. N'oubliez pas qu'il y a une communauté que vous pouvez rejoindre qui s'appelle farmspot.co. N'oubliez pas que quand vous rentrez dans la communauté, il faut se présenter. J'ai mon petit ami François là qui s'est énervé tout à l'heure. Il m'a dit il y a les têtes qui vont sauter. Ceux qui se présentent pas, ça va gueuler. Donc, quand vous rentrez, s'il vous plaît, présentez-vous, c'est un minimum. On a mis un template pour vous présenter. Et voilà, j'ai pas d'autres sujets. Je te laisse avec ton petit piou là. On a un joli bruit pour terminer ce podcast. Donc voilà. C'est pas un espagnol, c'est un petit oiseau. Donc voilà, je préfère le petit oiseau là. Franchement, c'est plus agréable à écouter, je pense. Donc voilà. Bon, écoute, je on se te dit à la laisse. prochaine. Peace. On se voit la semaine Ciao. prochaine. Peace. Ciao, ciao.